Salut à tous, c'est RM. Il y a quelques années, je m'étais lancé dans une série de vidéos consacrées aux perles cachées de la Switch. Et à la fin de l'épisode 3, j'ai dit ça. Proposez-moi des perles à tester et peut-être qu'en 2024, je ferai le 4ème épisode. Je n'ai qu'une seule parole. C'est parti pour 10 nouvelles perles cachées de la Switch. On commence par There Is No Game Wrong Dimension. Déjà, c'est un jeu qui peut se jouer entièrement au tactile, donc pratique sur Switch Lite. Ou alors, en mode full tablette. T'as pas besoin des Joy-Con. Donc en plus d'être un jeu original, on va y revenir, il a l'originalité de se jouer comme jamais je ne joue à la Switch. J'avais l'impression de tenir une toute nouvelle console. Tu peux y jouer avec un joystick, mais tu bouges un curseur, donc c'est moins rapide. Donc là, le tactile est hyper pertinent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est jamais sorti sur Xbox ou PlayStation. Une autre raison d'y jouer, c'est une exclue Switch sur console. Ouais d'accord, mais ça raconte quoi de beau? Eh ben tout le concept, c'est toi qui essayes de déjouer les plans du narrateur, qui te dit qu'il n'y a pas de jeu, mais en fait si, il y a plein d'interactions invraisemblables, qui ne viendraient pas en tête dans un jeu normal, vu que ça brise le 4ème mur, mais tout le jeu tourne autour de ça, une sorte de casse-tête géant qui se renouvelle régulièrement. Mais en fait, t'as jamais vu un jeu pareil, donc c'est dur de le mettre dans une case. Je dirais que ce qui s'en rapproche le plus, c'est le point and click. La meilleure chose que je puisse en dire, c'est que si vous avez l'impression d'avoir joué à beaucoup de jeux vidéo dans votre vie, voire un peu trop, et que là vous avez besoin de fraîcheur, de concepts innovants, c'est un des meilleurs titres que je peux vous conseiller. En plus il est bourré de références aux jeux vidéo, donc tu vas capter. Il y a des refs à des point and click justement de LucasArts, mais aussi à Zelda. Et d'ailleurs j'aime bien le fait qu'il y ait des vraies énigmes. Trop de jeux prétendent avoir des énigmes, alors qu'en fait ça n'en sont pas. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais je veux pas vous gâcher la surprise. Ça se finit entre 5 et 10 heures, en fonction de ton intelligence, ou de ta chance. Donc franchement testez. Evoland 1, pour rester dans les jeux qui jouent avec les codes du jeu vidéo. C'est un jeu d'aventure RPG qui retrace l'histoire du genre année après année, génération après génération, avec toutes les tendances de game design qui sont arrivées avec le temps. Mais ils sont pas tombés dans le piège de te faire un jeu de 5 heures en 8 bits, puis de 5 heures en 16 bits. Non, là la force du concept, c'est que toutes les minutes, ils ont trouvé quelque chose de nouveau à ajouter. C'est trop excitant, prenant, et donc hyper bien rythmé. Tout en gardant un côté minimaliste, et donc pas prise de tête. Et puis il y a des petites touches d'humour bienvenues, donc il m'a plu. Et lui il est encore plus court, en 3 heures c'est bouclé. Et elle passe toute seule. Un vrai jeu d'adulte, qui respecte le temps de l'adulte. Neon White. Un platformer très speed en vue FPS. Et il y a aussi un peu de tir, mais ça va. Le but c'est de faire du time attack dans des niveaux assez courts pour obtenir la meilleure médaille. Ça fait peut-être pas rêver comme ça, mais tout l'intérêt du jeu est dans ses sensations de jeu. La vitesse est bien rendue, le gameplay est agréable, t'as différents types de surfaces, c'est trop cool de glisser sur les couloirs d'eau, le game feel est excellent, et puis t'as des objets marrants à utiliser, t'as des options pour faire des doubles sauts, rebondir sur les ennemis, et en bref, c'est un plaisir d'apprendre les niveaux par cœur et d'essayer de les finir le plus vite possible. C'est pas quelque chose que je fais habituellement dans mes jeux, mais là tout le jeu est designé autour de ça, et c'est trop bien fait. J'ai retrouvé quelques sensations que j'avais eues sur Mirror's Edge à l'époque, mais en beaucoup plus arcade et moins réaliste. Fury, un autre jeu qui fait qu'une chose, mais alors très bien. C'est un boss rush en arène, très nerveux, avec du challenge corsé. Mais c'est très prenant grâce à son gameplay qui mélange action et bullet hell shooter. Je me souviens que j'avais eu trop du mal à passer le premier boss à l'époque de sa sortie, bien avant la Switch, et en y rejoignant aujourd'hui, je me dis que j'ai pris du niveau en tant que gamer, parce que je l'ai fait relativement tranquillement. Faut dire qu'entre temps, les jeux indés qui demandent de bons réflexes se sont multipliés, donc on est meilleur aux jeux vidéo aujourd'hui. Fury, c'est pas un jeu qui est très récent, c'est pour ça qu'on a tendance à l'oublier, mais il tient encore franchement bien la route. Faut juste aimer les combats de boss qui durent des plombes. Clash of Heroes Might and Magic. C'est un jeu dont je vous ai déjà vendu les mérites dans mes vidéos Nintendo DS. Et ben figurez-vous qu'il est ressorti sur Switch. Et ce concept de puzzle game imbriqué dans du RPG, ça devrait être interdit tellement c'est addictif. Je vais pas vous en refaire une critique approfondie ici, vu que j'ai déjà fait dans le passé, mais c'est étonnant à quel point il paye pas de mine. Je suis sûr que là, la plupart d'entre vous, vous voyez les images, vous savez que vous y jouerez jamais. Et bah je suis prêt à parier que, contre toute attente, il y en a un paquet parmi vous chez qui ça pourrait être le coup de foudre, tellement le core concept marche trop bien. Hot Shot Racing. Allez, un petit jeu de course pour la route, moi j'en suis toujours friand. Même quand il réinvente pas la roue, un bon petit jeu de course arcade ça fait toujours plaisir. Lui sa particularité, si je puis dire, c'est qu'il est entre tradition et modernité. Dans son look, il a un style low polygone, sans texture, à la Virtua Racing, donc ça plaira aux fans des années 90. Mais dans la conduite arcade, c'est beaucoup plus moderne. Tout le plaisir du jeu est dans l'inertie qui est très réussie sur les dérapages. Faut y jouer pour comprendre, il coûte pas cher, je vous le recommande. Pick the Cat.
C'était ma drogue sur PS Vita. Donc ravi de me dire que maintenant il pourra contaminer encore plus de gens sur Switch. Lui aussi fait partie de ces jeux où juste sur la base d'une image, jamais t'aurais envie de le lancer. Mais à l'époque de la Vita, il était offert avec l'abonnement PS Plus. Et vu que gratuit c'est pas cher, on se laisse tenter. Et c'est comme ça qu'on découvre des jeux qu'on n'aurait jamais pensé à lancer. C'est bien de rappeler que le jeu vidéo c'est avant tout une histoire de sensation manette en main. Il y a bien des gens qui regardent du jeu vidéo sur Twitch, parce qu'il y a des jeux qui ont en plus la qualité d'être sympa à regarder. Mais il y en a d'autres comme Pick the Cat, où c'est vraiment Joy-Con en main qu'on se rend compte du concept fou. Faut collecter des poussins dans le bon ordre, c'est un full jeu d'adresse qui finit par aller très vite, faut être hyper précis, et dans ce cas-là, la croix des Joy-Con est hyper pratique, avec ses 4 boutons clairement délimités. Lui, faut pas y jouer avec une manette Switch Pro. À haut niveau, c'est proche de l'injouable. Une phrase que je ne pensais jamais dire. Vous avez vu à quel point il est intéressant ce jeu? Il arrive à te faire reconsidérer tes manettes préférées. Inscription. Si vous avez envie d'un jeu de cartes pour remplacer Slay the Spire. Mais je vous rassure, ça bouffera beaucoup moins de votre temps libre. Il y a une ambiance dark, intrigante, qui je l'entends pour certains pourrait être repoussante, mais en dessous se cache un jeu de cartes très simple dans sa mécanique, mais diablement stratégique. En gros, tu sacrifies des cartes pour pouvoir en placer d'autres, et c'est un éternel jeu d'échange. Mais les parties sont courtes, donc ça s'enchaîne trop bien. Il y a des animaux variés sur les cartes, avec des attributs différents, donc c'est cool à découvrir. Et comme Slay the Spire justement, il y a une progression roguelike avec ton deck. Mais il y a des petits twists, parce que t'as aussi un petit aspect escape game. Bref, c'est original, les règles du jeu de cartes marchent trop bien, et moi j'aime bien les jeux de cartes, donc je vous le recommande. Parce que si je fouille dans ma mémoire les meilleurs jeux de cartes solo auxquels j'ai joué, bon bah déjà j'en écarte pas mal parce que la plupart c'est des trucs compétitifs en multi, mais en vrai un jeu de cartes solo ça reste ultra pertinent quand le gameplay est fun, et dans cette catégorie, Inscription, ça doit être le meilleur que j'ai fait. Fast RMX. Si t'avais pas la Switch au lancement, tu l'as peut-être oublié, sauf qu'entre temps on n'a toujours pas eu de vrai nouveau F0. Alors c'est toujours un super jeu de course pour se consoler. Il est hyper speed, hyper fluide, et il y a un système de polarité à la Ikaruga où tu changes de couleur, et ça te permet de prendre des boosts. Donc c'est original, il y en a très peu des jeux de course futuristes qui se jouent comme Fast RMX. Et maintenant vous le savez, je recommande l'originalité. C'est développé par Shinen, un petit studio qui s'est forgé une solide réputation, notamment grâce à son jeu suivant qu'on va aborder maintenant, The Tourist. J'en avais déjà parlé sur la chaîne, à l'époque où la Xbox Series X venait de sortir, il était intégré dans le Game Pass et c'est là que je l'ai découvert. J'ai trouvé ça excellent comme jeu d'aventure. Mais en fait c'était un jeu Switch sorti 1 an plus tôt. Et même sur Switch il est méga fluide et beau. Certains pourraient dire que c'est une sorte de Zelda-like. Moi, étonnamment, ça m'a plus fait penser à Shenmue. Même si, vous le voyez, là, ça reste très différent. Mais dans des logiques de progression, ouais, ça se rejoint. Mais je pense que The Tourist, ça reste quand même bien plus facile à apprécier pour le premier venu. Ce que tu y fais est plus marrant. J'en entends plus vraiment parler, alors que c'est un jeu qui m'avait vraiment marqué il y a quelques années. Donc comme ça, vous le savez. Je m'arrête là. Cette fois-ci, je vais pas prendre le risque de teaser l'année de sortie de l'épisode 5, mais dans le scénario éventuel où je le ferai, est-ce que vous avez des perles cachées à me recommander? Et sur ces 10 jeux, est-ce qu'il y en a que vous connaissiez, auxquels vous avez joué? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je trouve ça agréable de lire vos retours, même si vous les avez pas aimés. Surtout si vous les avez pas aimés d'ailleurs, c'est là que c'est le plus marrant.